Salut YouTube! Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan lecture de cet été qui était bien fourni. J'ai devant moi 4 piles énormes de mangas que je suis censée vous présenter. Donc on va être sur des suites de séries, donc principalement vous les avez déjà vus sur cette chaîne si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Mais pour ceux qui découvriraient ma chaîne, je vous invite à regarder peut-être 2-3 vidéos avant, histoire de comprendre un peu ce que j'aime. Mais en tout cas, je vais essayer d'être claire, précise, concise, parce que la dernière fois, ma vidéo a duré beaucoup trop longtemps alors qu'il y avait moins de titres à présenter. Mais après, c'était des nouveautés, donc forcément, j'ai essayé de rentrer un peu plus dans le détail. Là, je vais peut-être pas revenir sur les résumés, je vais essayer d'avancer. Donc, on est parti sur cette partie 2 et je vais faire par maison d'édition. D'habitude je fais par tome, mais là il y en avait beaucoup trop, donc j'ai abandonné cette idée de les classer par tome et j'ai fait la facilité en les classant par maison d'édition. On commence avec le tome 6 de Sword of the Demon Hunter de chez Panini, qui est un tome qui m'a toutefois ravie. En fait, on est toujours sur cette histoire un peu qui mélange tranche de vie, action et mystique d'un jeune homme qui, lors d'un Japon féodal, a vu son village se faire massacrer et maintenant il est à la chasse aux démons. Mais c'est pas... j'ai envie de dire, c'est pas le point central de l'histoire. En fait, on suit surtout plein de petites histoires annexes et j'ai l'impression que pour l'instant, le fil rouge n'avance pas tant que ça, mais l'ambiance en général est hyper agréable et les personnages sont très attachants. Et surtout, à la fin du tome 6, alors attention, petit spoiler alerte, on va avoir à nouveau un petit saut dans le temps. Parce qu'il faut savoir que dans le tome 1 commence sur notre époque moderne et ensuite on retourne dans le passé. Et on n'avait plus revu cette époque récente pendant 6 tomes du coup. Et dans ce tome 6, on va à nouveau avoir un aperçu du futur. Donc ça c'est super cool et ça donne vraiment envie de savoir la suite. Donc je pense que le tome 7 va peut-être être un peu plus justement sur le fil conducteur que jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'il a un peu une quête quand même de vengeance sur la personne qui a massacré son village. Donc on va voir si ça avance au prochain tome. Mais en tout cas, je me régale toujours autant avec cette série. Ensuite, le tome 5 de Megumi et Tsugumi de chez Taifu Comics, qui me plaît toujours autant. Alors pas de surprise parce que je les avais lus en ligne. Oui, je sais, c'est pas bien de lire en ligne. Mais vu que j'achète les tomes derrière en neuf, je considère que ça ne pose pas non plus un réel problème. Mais je suis toujours aussi fan de ce petit couple Oméga Alpha qui fonctionne extrêmement bien. Il y a toujours beaucoup d'humour. Et mine de rien, dans ce tome 5, nos personnages deviennent un peu plus sérieux, tout simplement parce que leur relation évolue d'une très belle manière. On a enfin notre personnage tête de pioche, Tsumugi, qui a des vraies réflexions et qui se pose vraiment des questions sur son avenir avec Megumi. C'est hyper mignon, hyper touchant, alors qu'en plus de ça, c'est très humoristique comme titre. Donc c'est un mélange tout à fait parfait, c'est vraiment un de mes yaoi favoris. Chez Manabooks, le tome 13 des carnets de l'apothicaire. Est-ce que j'ai besoin toujours de présenter les carnets de l'apothicaire? Je ne pense pas. J'avoue que c'est un tome que j'ai un peu survolé parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai lu ces scènes-là dans le light novel, je les ai vues dans l'animé, je les ai vues dans la version Kiun parce que ça n'a toujours pas dépassé, même si ça ne devrait plus trop tarder, je pense, vu qu'on est bientôt à la scène de la grenouille. Voilà, donc toujours un gros coup de cœur pour cette série que je continue d'acheter sous tous ses formats. Chez Vega, j'ai lu le tome 7 de Gifted que j'avais acheté à la Japan Expo et je suis toujours autant en amour sur cette série. Franchement, je la surkiffe. Alors elle a un petit côté un peu chill, tranquille, genre ça manque un petit poil de consistance, mais malgré tout, je suis très très fan. On suit donc un duo de protagonistes. On a ce personnage qui est policier, qui résout des enquêtes, et ce jeune lycéen qui a un pouvoir un peu particulier vu qu'il arrive à voir les auras des gens qui ont commis des meurtres ou des crimes en général. Donc ils font équipe pour résoudre des enquêtes. Et depuis quelques tomes, on est sur un fil rouge. On se concentre sur le lycéen qui a un passé un petit peu tragique car sa mère s'est fait assassiner et il compte sur le policier pour l'aider à retrouver qui est le tueur. Donc on va s'intéresser à 4 personnages notamment qui sont considérés comme des démons parce que Shiki, sa famille, est un peu une famille reconnue mondialement pour les arts martiaux et du coup il y avait des piliers dans cette école qui apparemment auraient tous commis un meurtre. Donc du coup on ne sait pas trop qui pourrait être le véritable tueur. Donc c'est une vraie enquête.
On avance assez bien sur ce gros fil rouge conducteur. Sur ce tome 7, on est parti quand même sur un autre mystère parce que apparemment le père du policier aurait disparu et il y aurait quelques pistes là qui seraient remontées. Donc on a un deuxième mystère qui s'installe en fil conducteur. Et ça en fait une lecture très plaisante. J'aime toujours autant cette série, j'adore quand il y a des enquêtes. Alors comme j'ai dit, c'est un petit côté un petit poil tranquille, donc ça peut frustrer les vrais fans purs et durs de thriller, où on pourrait dire ça manque un petit peu de tension. Mais mine de rien, il y a quand même des moments qui sont très intéressants. J'aime beaucoup la direction que prend le titre, donc je suis ravie de continuer cette série. Ensuite chez Naban, j'ai lu le tome 6 de Anna et le prince d'Albion. Est-ce que j'ai toujours besoin de parler de cette série? Elle est si bien! Et elle prend une direction de fou malade. J'avoue que j'ai pas trop envie de montrer les planches pour celui-là parce que j'aurais trop peur que ça vous spoil. Et il y a de plus en plus de gens en plus qui se lancent dans la série. Et je peux que vous conseiller une chose, c'est que si vous avez commencé la série, mais allez vous procurer le tome 6 avec beaucoup de vitesse et lisez ça très rapidement parce que c'est tellement bien. On a vraiment les complots politiques qui s'intensifient. Et c'est vraiment un titre qui n'est pas concentré sur la romance. On les voit souvent à deux sur la couverture, mais c'est vraiment pas la romance qui prime, c'est vraiment le côté politique, comment reprendre en main ce royaume qui est corrompu. Et ce que j'ai adoré, c'est que les plans des protagonistes ne prennent pas du tout la direction qu'ils espéraient. Et du coup, dans ce tome 6, on a été servi en rebondissement. Le récit prend en puissance, c'est absolument incroyable, je peux que vous le conseiller. On passe à Ils étaient 10 qui du coup est la conclusion de cette série avec ce tome 3 de chez Paquet Éditions que j'ai absolument adoré. Le style graphique est toujours aussi beau et pour rappel, l'adaptation en manga d'un roman de Agatha Christie qui parle de 10 personnes enfermées sur une île qui sont coupées du reste du monde et il commence à y avoir des meurtres sur l'île. Donc le but est de savoir qui les perpétue. Est-ce que c'est l'un des 10 présents ou est-ce que c'est une autre personne qui se cacherait? Voilà, c'est un vrai thriller suspense où on se pose des questions jusqu'à la fin. Alors j'avais déjà lu le roman, donc pas de surprise particulière sur le dénouement, mais j'ai adoré retrouver mon style un peu de roman préféré sous forme de manga et j'ai toujours autant apprécié ce récit et cette fin qui est quand même assez surprenante, en tout cas quand on ne la connaît pas de base, bien sûr. Chez Saka, j'ai lu la fin de Chasse aux cadavres avec son tome 4, qui est une série qui est une très belle découverte, et j'ai bien fait de la mettre à la suite de Ils étaient 10 parce qu'on est encore sur un thriller où on suit 4 enfants qui sont à la recherche du cadavre d'une de leurs amies de primaire, je crois, et ils partent un peu dans la montagne pour enquêter sur tout ça. Et ils savent juste que le corps serait proche potentiellement d'un pylône électrique et justement notre personnage principal est passionné de pylônes électriques. Dans tout ça, il va y avoir des adultes qui vont venir s'en mêler, certains qui essayent de les empêcher, il y en a qui les encouragent, des alliés, des ennemis. C'est un récit très prenant. Dans le tome 3, j'avais absolument adoré les révélations qui étaient faites, qui étaient quand même très sombres, donc je m'étais dit que ça se trouve, le tome 4 allait être dans la même lignée, mais au final le tome 4 adoucit un petit peu ce côté très dur des révélations qui avaient pu être faites au tome 3, et ça se conclut de manière très, on va dire, convenable, dans le sens convenu même plutôt, mais ça m'empêche pas de beaucoup apprécier ce récit, je suis bien contente de l'avoir. C'est une belle petite série que Saka est allé nous chercher, et pour les fans de thriller, je pense que vous y retrouverez totalement. Le style graphique est pas mon préféré, mais ça marche bien. Ensuite, chez Le Lézard Noir, 2 tomes de la même série, il s'agit du tome 7 et du tome 8 du vendeur de magasins de vélos, qui est du coup une romance très mature. Alors, dans ce tome 7 et 8, j'étais impatiente un peu de découvrir cette suite, parce que dans le tome 6, on avait quand même une grosse prise de décision qui était faite, qui, attention, spoiler alerte, passez si vous ne voulez pas être au courant, fait qu'ils allaient vivre une relation à distance suite à la réflexion, suite à la décision que la jeune fille a pu faire. J'ai plus son nom, je crois que c'est Tomo, si je ne me trompe pas. Donc du coup, on va suivre tout simplement nos personnages dans leur nouvelle vie, dans leur nouveau quotidien. C'est toujours aussi mignon, toujours aussi touchant, j'aime beaucoup les réflexions qui sont apportées dessus. On va aussi pas mal se concentrer sur quelques personnages secondaires dans ces 2 tomes. Et moi, mon gros point fort de cette série, c'est Ryuji, qui est du coup notre personnage masculin principal, qui
a vraiment une très belle manière de penser, je trouve. Il évolue vraiment sur ces 2 tomes. J'ai beaucoup aimé les réflexions qui se faisaient. Parce que par exemple, à un moment donné, il a fait une réflexion à Tomo, et Tomo lui a un peu fait comprendre que c'est pas parce que c'est un homme qu'il a certaines réflexions qu'il peut se permettre de faire ou ce genre de choses. Et ça l'a vraiment marqué, et du coup il a vraiment essayé de réfléchir à ce qu'elle lui avait dit. Alors moi je trouve que dans ce passage-là, Tomo elle avait été un peu trop sèche, parce que techniquement la réflexion que Ryuji lui fait est totalement legit. Hein. Moi franchement mon mec il me dit ça, je pense que j'ai la même réflexion. Hein. Mais bon, voilà, je suis très content, la relation évolue, les personnages évoluent, c'est une belle romance mature, même si je pense qu'il faudrait pas qu'elle tarde non plus à se conclure, parce que je sens légèrement que ça s'essouffle un petit peu. Alors c'est très 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 léché, hein, ça ne m'empêche pas d'adorer ma lecture, mais c'est un ressenti que je commence légèrement à avoir. Ensuite, chez Ototo, 2 tomes également. Cette fois, on va être du coup sur le premier tome de la saison 2 de Tower of God, qui est toujours mon manoir préféré, donc est-ce que j'ai besoin de rentrer dans le détail? J'aime toujours autant le format, j'aime le fait aussi qu'il soit beaucoup plus épais que les autres tomes, parce que j'avais dit oui, il y a une augmentation de tarif, faut savoir, entre la saison 1 et la saison 2. Et quelqu'un m'a gentiment fait la réflexion dans les commentaires pour me dire oui, mais regarde le nombre de pages, il a quasiment doublé. Donc très bien en fait, on m'a mis beaucoup plus de pages dans ce tome-là, et ils ont augmenté le prix, mais ils n'ont pas doublé le prix non plus, donc j'encourage fortement Ototo à sortir la suite. Il devait sortir le tome 2 à la fin du mois d'août. Ça a été reporté, il n'y a pas de date. Donc je pense peut-être que les gens n'ont pas été au rendez-vous pour ce démarrage de saison 2. Je suis si triste parce que j'aime tellement ce manoir. Alors pareil, je l'ai survolé parce que Tower of God, je pense que je dois me refaire l'animé au moins une fois par an. Donc je suis très au fait de ce qui s'est passé dans ces épisodes-là. Mais du coup, pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui auraient vu que la saison 1, dans cette saison 2, on va suivre 2 nouveaux personnages, et notamment on va suivre le nouveau Slayer, un peu ce qui est l'équivalent d'un combattant surpuissant, d'une organisation qui veut totalement réformer la tour, parce qu'on est du coup sur des personnages qui vivent dans une tour où il y a plus de 150 étages, quelque chose comme ça, mais il y a des étages encore au-dessus, mais la personne qui a monté le plus haut, il a dit maintenant je deviens le roi de cette tour et personne n'aura le droit d'aller au-dessus. Et du coup on suit une organisation qui essaye un peu de renverser tout ça. En tout cas dans cette saison 2, c'est vraiment le point de vue qui est le plus abordé. Et en parallèle, on suit aussi nos anciens personnages de temps en temps qui vivent une autre aventure, parce qu'ils ont promis à leur amie d'aider Rachel à monter la tour, et on va suivre pourquoi ils se sont séparés. Ces personnages ont fait plusieurs équipes, et du coup on suit plein de points de vue différents. C'est hyper intéressant, c'est un univers hyper bien construit. Je pense que ce début de saison 2 peut faire un petit peu peur, parce qu'on est en mode pourquoi il y a des nouveaux personnages qui viennent s'ajouter déjà à quand même de nombreux personnages qui étaient introduits dans la saison 1. Mais je vous promets que cette saison 2 est absolument incroyable. Si vous n'êtes pas sûr de vous, allez voir l'animé. L'animé est vraiment très très bien. Alors, il saute pas mal de passages, mais c'est quand même très 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 bien. Et l'arc 2, c'est vraiment là en fait que ça commence pour de vrai l'histoire. Donc je peux que vous le conseiller. C'est un super manoir de baston, et à titre de comparaison, je trouve que c'est un univers aussi bien construit que One Piece, dans le sens où l'auteur savait déjà tout comment il allait écrire son histoire, et du coup, dès le début, il y a des indices, il y a des détails qui sont mis en place qui ne serviront que des chapitres et des chapitres plus loin. Mais voilà, ça fait que j'adore cet univers. Et sinon, quel plaisir de retrouver La Petite Faiseuse de Livres saison 2 avec ce tome 8, du coup, qui est sorti à la Japan Expo. Il y a le tome 9 qui est sorti à la fin du mois d'août, il faut absolument que j'aille me le procurer. Mais du coup, on suit toujours Main, qui est devenue une sorte de prêtresse, il me semble, pour l'église, parce que ça lui permet d'évacuer sa magie qui, sinon, la rend malade. Et du coup, on la suit à la fois suivre son commerce, suivre sa vie de prêtresse, suivre sa vie de famille normale, et on va aussi enfin apprendre qui elle était avant de se faire isekai, c'est-à-dire qu'avant elle vivait dans notre vrai monde, et du coup on va voir sa vie en tant que femme moderne, on va dire. Donc c'était mignon, c'était touchant, elle était très 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 touchante dans ce tome-là, et aussi le début commençait sur les chapeaux de roue, parce qu'à la fin du tome 8, il y avait une scène un petit peu conflictuelle qui
qui n'était pas conclu, donc ça s'est conclu sur ce tome-là, c'était très très agréable. Mais ça me fait tellement de peine la direction que ça prend parce que on comprend que Maine elle va devoir prendre des décisions qui sont quand même assez lourdes. Et pauvre choupette quoi, genre elle a rien demandé et elle se retrouve à devoir faire des choses qu'elle ne veut pas forcément, mais bon elle a pas trop le choix, c'est pour sa survie. Et voilà, et sinon elle est toujours dans la quête de fabriquer des livres dans ce monde archaïque, donc c'est toujours aussi passionnant et je suis trop contente que Ototo ait mis un petit coup de boost sur cette série parce qu'ils sortent également le tome 10 à la fin du mois de septembre, donc ça enchaîne et je suis ravie. Ensuite, 2 tomes chez Delcourt Tonkaim avec Studio Cabana, le tome 7 si je me trompe pas, oui c'est ça, 7, et le tome 10 de Otome Game. Alors Otome Game, je vais passer dessus assez rapidement, tout simplement en fait c'est une fille qui est réincarnée dans une vilaine et normalement elle était arrivée à la fin du jeu, sauf que là elle est dans la suite, elle est dans le jeu numéro 2 mais auquel elle n'a jamais joué, du coup elle est complètement perdue, elle ne sait plus ce qui va se passer. C'est un manga extrêmement humoristique, il n'y a pas du tout de romance, c'est vraiment pur gag manga. Pour l'instant ça se met toujours en place, voilà le tome 9 c'est la saison 2 entre guillemets qui a démarré, là on est toujours dans une phase de mise en place donc c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant, mais c'est une série que j'ai un gros affect dessus parce que j'ai énormément rigolé quand j'ai regardé l'animé, j'ai énormément rigolé quand j'ai découvert également le format manga et du coup je continue à soutenir la série même si effectivement là sur le fait que ça parte sur une saison 2, j'ai un petit doute quand même sur le fait d'aimer la suite. Bref, à voir au prochain tome. Et sinon pour Studio Cabana, on suit toujours ce triangle amoureux un peu doux amer de lycéens, ainsi que des gens qui sont aussi en université, qui sont un peu plus matures, donc c'est intéressant. Il y a également le thème de la musique. Les moments avec la musique sont aussi assez beaux, et c'est un manga que j'aime tellement, et ce tome 7 est vraiment un tournant, on va dire, tous nos personnages ont évolué, tous nos personnages ont pris des décisions. J'aime aussi beaucoup qu'on voit le personnage secondaire de Itsuru un peu plus, notamment il y avait des flashbacks, du coup je parle du personnage qui est juste ici, qui est le personnage secondaire, on a des flashbacks sur lui, etc., sur sa vie, sur comment il voit les choses, et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait aussi réfléchir Yusuke avec qui maintenant il travaille. Mais il y a également de grandes décisions qui sont prises par les filles, notamment Haruki, qui va prendre une décision un petit peu radicale, mais franchement ça fait du bien de la voir aller dans cette direction. Et par contre, à l'inverse, Yukari, notre personnage toute douce, toute mignonne, eh bien, elle a mal interprété quelque chose et du coup, elle a décidé de s'éloigner de Yusuke parce qu'elle en a marre un peu de souffrir par sa faute. Et du coup, c'était touchant, c'était plein de sentiments. On sent qu'elle est assez froussarde sur la possibilité d'une relation avec Yusuke et c'est un peu triste, mais du coup, ça la rend quand même assez attachante, assez touchante parce que je comprends, entre guillemets, ce qu'elle vit. Donc toujours un très très gros coup de cœur pour cette romance. Ensuite, 2 tomes de chez Kurokawa, 2 tomes 5 avec Remède Impérial et Chronique de la mariée de Bretagne. Concernant Remède Impérial, on est toujours dans cette Chine impériale où Koyo, qui a des connaissances en médecine, est mise à la cour tout simplement parce que le prince héritier veut se servir d'elle pour arrêter, on va dire, les anciennes croyances qui reposent beaucoup sur la religion. Ce tome 5 va être plutôt un tome de transition où il va y avoir des nouveaux personnages qui vont être un peu plus développés, etc. Il va y avoir notamment Koyo qui va rencontrer le frère du prince héritier, ce qui donne des scènes absolument à mourir de rire parce que c'est quiproquo sur quiproquo. Mais à la fin, on nous laisse entrevoir une nouvelle intrigue qui a l'air très sympa vu que ça va parler d'une épidémie. Et le prince va décider de s'y rendre un peu sous couverture, donc je suis assez contente de la direction que le manga prend. J'aime aussi le fait que ça prend son temps pour mettre les choses en place, l'histoire, etc. Je suis assez surprise que le prince soit parti sans Koyo, mais je suppose qu'à un moment ou un autre, elle va intervenir parce que c'est elle le médecin, donc je pense que ses connaissances vont être assez utiles dans le cas d'une épidémie. Je continue ma lecture avec plaisir, à voir ce que nous réserve le tome 6, parce que je pense qu'il sera meilleur que le tome 5, qui était, comme je l'ai dit, un peu plus calme. Un de mes gros coups de cœur, Chronique de la mariée de Bretagne, et son tome 5, qui vient clôturer un premier arc, mine de rien, ça y est, il y a un peu on va dire
le fil principal qui s'est conclu dans ce tome 5, donc j'étais assez surprise. Donc on est aussi sur un tome de transition qui laisse entrevoir une nouvelle aventure. Et ça me plaît énormément, j'ai vraiment hâte, je ne sais pas où va aller le récit, mais pour l'instant je suis toujours aussi conquise. En plus je suis trop contente parce qu'il y a beaucoup d'améliorations entre André et Thomas, leur relation évolue et ils sont absolument trop mignons et rigolos à la fois, c'est genre tellement bien. J'aime beaucoup la relation qui se construit au fur et à mesure, c'est hyper touchant. Il y a toujours les complots politiques, le côté historique, il y a vraiment que des points forts dans ce titre, je n'ai rien à redire, à part le fait que j'adore et que c'est pas assez connu à mon goût. Je sais qu'il y a Ryoki Manga qui le lit aussi, donc à chaque fois je suis trop contente quand il le présente, je suis en mode ah, je ne suis pas toute seule. Donc je vous invite à vous intéresser à ce titre, c'est tellement intéressant, c'est l'histoire de la France revisitée sous format manga, avec des complots politiques, etc. C'est trop bien écrit. C'est un petit poil lourd parfois à la lecture parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est passionnant. Seulement 2 tomes chez Pika, avec le tome 22 de Toilet Banana Cocoon et le tome 6 de You're My Soulmate. Dans ce tome 6 de You're My Soulmate, les relations évoluent. On a plusieurs couples qui sont présentés et j'aime beaucoup la diversité qu'il y a parce qu'ils ont tous une manière un peu différente de vivre leur amour, donc c'est assez plaisant de suivre de la diversité un petit peu dans les couples, c'est pas des copier-coller donc ça fait plaisir. D'un autre côté, j'ai beaucoup apprécié, il y a énormément d'entraide au niveau des femmes, elles sont vraiment modernes et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elles soient vraiment en mode girl power, elles se soutiennent les unes les autres et ça en fait une belle relation amicale aussi qui les lie, donc ça fait plaisir. Et après, le couple principal il est mignon, mais j'avoue que au final, plus le tome avance et plus je me dis j'aurais préféré qu'elle termine avec Seno. Parce que le personnage de Seno est juste absolument adorable, il a tellement de belles réflexions, il a tellement de bons sentiments, ça me fait trop de la peine qu'il soit tout seul dans cet amour à sens unique et qu'il voit le couple principal batifoler, même s'ils sont mignons aussi, mais voilà, je crois que plus les tomes passent, plus je me dis Seno, tu es un green flag, mais 100%, 200%, et elle ne te mérite pas au final. Enfin bref, un bon tome, c'est pas ma romance préférée, mais ça se lit bien. Et concernant le tome 22 de Toilet Banana Cocoon, déjà je suis toujours aussi ravie de retrouver ce style graphique qui me plaît énormément. Vous pouvez être sûr que pendant mon voyage, je pense, au Japon, je vais ramener tellement de goodies de cette série. En tout cas, j'espère, parce que j'aime tellement le style graphique. Ce tome 22 reste quand même assez calme, je trouve, parce que on est toujours dans une phase introductive du nouvel arc, mais qui est extrêmement prometteur. Je pense qu'on va avoir plein de révélations, donc j'ai vraiment hâte que ça avance un petit peu plus. Mais à part ça, il y a quand même eu une très belle fin. J'ai adoré le final de ce tome 22. J'avoue, j'ai plus trop de souvenirs, donc je vais peut-être l'air pas beaucoup emballée, mais je peux vous jurer que je surkiffe cette série. C'est juste que là, comme ça, je sais plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Je sais juste que à la fin, je me rappelle que j'étais très marquée. J'étais en mode mais vivement la fin, j'en peux plus. Il y a trop de tension là. Je veux voir ce que ça va donner la suite. Mais voilà, donc que vous dire, à part que j'attends le tome 23 avec énormément d'impatience et que j'ai hâte que ça avance un peu plus, parce que là on est quand même sur 2 tomes introductifs du nouvel arc, donc je suis en mode ça y est, rentrez dans le vif du sujet s'il vous plaît, je veux enfin avoir des révélations. Ensuite, 2 tomes de chez Kotun avec la nouvelle chef de clan, le tome 4, et là où les étoiles filantes tombent, le tome 2. Concernant la nouvelle chef de clan, on a tout simplement une très grande avancée, vu que notre personnage... vu que notre série va se concentrer sur ce personnage qui a l'air quand même assez important dans la suite du récit. Franchement, c'était très touchant de voir les moments avec lui. C'est toujours aussi plaisant. La nouvelle chef de clan, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc je peux que vous le conseiller. C'est tellement intéressant, tous les complots. Voir aussi comment Firencia, elle se fait sa place dans sa famille au fur et à mesure. Et c'est tellement satisfaisant à suivre. Donc ça se passe pas forcément tout comme elle veut, mais au moins ça se met sur les bons rails, et ça fait aussi très plaisir de voir les autres membres de sa famille qui la voient un peu comme une renégate, elle et son père, et bien commencer à se prendre un peu des claques à ce sujet-là. Donc c'est ultra satisfaisant et c'est une lecture que je surkiffe et que je conseille également à tout le monde. Bon, si je devais choisir entre Tower of God ou ça, je conseillerais quand même Tower of God, mais en termes de romance et complot,
la nouvelle chef de clan, c'est excellent et c'est pas du tout la même ambiance que Tower of God, je ne sais même pas pourquoi je les compare. Et pour là où les étoiles filantes tombent, comment dire, je suis amoureuse du style graphique, je suis amoureuse de l'intérieur, je suis amoureuse de l'ambiance très particulière. Par contre, me demandez pas de vous expliquer l'histoire parce que je comprends rien. C'est genre... Alors c'est pas que je comprends rien, je comprends les bases, je comprends à peu près où ça veut aller. Mais franchement, cette histoire où il y a un peu deux mondes qui sont ensemble, il y a des sorcières de la grande étoile, il y a des sorcières de la petite étoile, je ne comprends rien. En plus, en termes de chiffres, ils sont super loin. Genre, je crois, celle qu'on suit, c'est la sorcière de la petite étoile, numéro 87, je crois, quelque chose comme ça, c'est énorme. Qui est très très proche de la sorcière de la grande étoile, numéro 68. Enfin, je suis en mode, je comprends pas des chiffres aussi élevés, ça me perturbe un petit peu. On comprend que les sorcières sont mal vues dans un des deux mondes, parce qu'il y a une sorte du monde du dessus, un monde du dessous. Dans le monde du dessous, elles sont nécessaires parce qu'elles permettent que les ténèbres soient repoussées. Dans le monde du dessus, elles sont tolérées parce qu'on a besoin d'elles, mais techniquement on les discrimine. Mais c'est quand même mieux d'aller en haut. Bref, je ne comprends pas tout. Voilà, je continue à lire cette série parce que comme j'ai dit, je suis très très fan du style graphique et j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe. Et je me dis, en persévérant, peut-être que ça y est, les réponses à mes questions vont arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis en mode, ça manque d'un très gros résumé, ou je sais pas, peut-être d'un plan aussi de l'île qui explique vraiment qui est où, qui fait quoi, parce que parfois ils parlent de personnages qui ont l'air importants, mais j'arrive pas à comprendre leur importance vu que je ne comprends pas les enjeux en fait. Ce qui est quand même très dommage. Donc bon, je vous le conseille pas forcément du coup, sauf si vous avez peut-être la tête mieux fait que moi, ou que vous avez un peu mieux compris l'histoire que moi. Mais sinon, c'est très très beau. Je me sens un peu nulle de le conseiller juste pour sa beauté, mais en même temps, ça a tellement de... En fait, je sens que c'est un récit qui a énormément de potentiel, c'est juste que j'arrive pas encore à être dedans, malheureusement. Mais j'espère que ça va arriver quand même, parce que sinon je serais très déçue. Ensuite, 2 tomes en auto-édition de Jenny Mickey avec Le Cercle de l'étrange, tome 3, et Le Témoin du doute, tome 1. Alors oui, j'aurais dû en parler pendant les nouveautés, mais je l'ai un peu zappé. Et en vrai, je vais pas trop en parler. On est sur une histoire d'un peuple africain qui va être confronté à des Européens pour la première fois. Et ça va mal se passer, notamment parce qu'apparemment ils combattent une étrangère dans leur forêt depuis déjà des années, qui est considérée comme une démone. Et du coup, eux, ils ont l'habitude de toujours attaquer les gens qui les ressemblent. Sauf que là, pour une fois, ils vont se retrouver face à des Européens qui sont, entre guillemets, faibles, qui sont pas le démon qu'ils combattent depuis 300 ans. Du coup, ils vont se retrouver assez désemparés. Il y en a qui vont décider de prendre la défense de ces Européens, ce qui va très très mal se passer. C'est tout en couleur, c'est auto-édité, c'est fait à 4 mains pour le coup. Je sais que Jenny Mickey est pas toute seule, mais j'ai pas le nom, c'est pas écrit dessus, donc je pourrais pas vous dire. Malheureusement, je trouve que le rythme est vraiment pas bon sur ce premier tome. En fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ellipses, que ça passe d'un moment à un autre très très rapidement, et à chaque fois j'ai l'impression qu'il manque des informations, et j'ai un peu ce côté aussi marathon effréné, on me laisse pas respirer, ce qui me pose légèrement problème, donc je sais pas trop. Je pense quand même que je me prendrai la suite, au moins le tome 2, histoire de voir où ça va, mais ma lecture était plutôt moyenne dans l'ensemble. Tout le contraire du tome 3 du Cercle de l'étrange que j'ai absolument adoré, parce qu'on est tout simplement sur une clôture d'arc. Regardez-moi ça, c'est si beau. Donc je suis très très fan de l'univers où on va suivre des sorciers, notamment une sorcière, Cynthia, qui est assez insouciante, qui est managée, supervisée par son professeur, un peu comme son père, qui est sur la couverture, qui s'appelle Léandre. Sauf que Léandre essaye un peu de la protéger de tout, il la protège de son passé, il la protège également du présent parce qu'elle n'est pas au courant qu'il y a actuellement une sorte de communauté qui les rejette et qui les traque et qui essaye de tuer les sorciers. Et notamment, on a un de ces meurtriers qui arrive dans la ville où ils sont, donc ils sont en danger, mais elle s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, c'est très plaisant, c'est bien construit, il y a énormément de rebondissements dans ce tome 3 parce qu'il vient clôturer du coup le premier arc,
et j'ai absolument adoré ma lecture. Franchement, le pavé est vraiment très épais et j'ai pas vu mon temps passer, donc je suis ravie. En plus de ça, j'ai eu le droit à une jolie dédicace vu que je l'avais précommandé sur Ulule. Donc voilà, absolument ravie de ce tome 3. Je vous invite à découvrir son univers si vous ne le connaissez pas encore. Bon, je viens seulement de finir une pile sur 4, alors que ça fait 40 minutes que je tourne. C'est un peu déprimant, donc je pense que je vais peut-être vous faire que 2 piles sur les 4 pour aujourd'hui. Mais en tout cas, on commence cette nouvelle pile avec 3 tomes lus chez Akata, avec le tome 5 de Un comptable à la cour et le tome 8 et 9 de Cherry Magic. Donc on n'est que sur du boys love. Donc dans Un comptable à la cour, on suit toujours ce comptable qui s'est fait isekai ainsi qu'une jeune fille, parce qu'il voulait l'aider de base mais il s'est fait aspirer avec elle. Et depuis, il met un peu son nez dans les finances du royaume et il essaye un peu d'arranger la situation. Suite à des péripéties, il est mis sous la protection de Haresh, qui est un des capitaines chevaliers de l'Empire. Et il y a une relation qui se crée entre les deux. Et dans ce tome 5, ce que j'ai adoré, c'est que la jeune fille qui est venue avec Sei, qui s'appelle Yuna, je crois, si je me trompe pas, eh bien, elle prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure du récit. Avant, elle faisait un peu plante verte, où on se demandait à quoi elle servait. Et au fur et à mesure, elle a commencé à réfléchir par elle-même, elle a pris en importance, elle s'appuie de plus en plus aussi sur Sei, elle affirme ce qu'elle veut, et je trouve ça hyper plaisant d'avoir ce style de personnage secondaire, et ça fait du bien dans le style isekai, qui a des réflexions quand même souvent qui se ressemblent. Et bien là, pas tant que ça. Donc je suis assez contente. On a également un peu une nouvelle affaire qui est créée, parce que Sei, il doit enquêter du côté de l'église, parce qu'apparemment il y aurait des détournements de fonds, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. On a également des nouveaux projets qui se mettent en place en partenariat entre Yuna et Sei, donc c'est super. Franchement, c'était hyper plaisant. Et par contre, en termes de romance, alors on n'est pas très servi sur ce tome, mais on a quand même Sei qui se rend de plus en plus compte que Haresh a un rôle dans sa vie, que finalement il l'apprécie, et du coup ça a quand même un petit côté assez mignon, assez touchant à ce moment-là. Et concernant Cherry Magic, déjà faut savoir que sur ces tomes 8 et 9, le fil rouge principal a un peu disparu, parce que de base on suivait du coup Adachi, qui avait développé le pouvoir de lire dans les pensées des gens, parce qu'il était toujours puceau, passé 30 ans, qui du coup a découvert qu'un de ses collègues était amoureux de lui, et maintenant ils sont en couple, donc on suit la suite de leur relation. Et c'est doux, c'est mignon, ils avancent dans les étapes de leur vie, donc c'est assez touchant. Notamment il va y avoir la relation avec les parents qui vont être abordés, ils vont les rencontrer, sachant qu'ils sont en couple homosexuel, ça peut créer un peu de tension. Mais au final, je trouve que ça a été un petit peu assez survolé, donc j'ai trouvé la rencontre avec les parents pas si impactant que ça. Par contre, ils ont eu leur première dispute et j'ai absolument adoré, parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était assez doux et mielleux, donc on pouvait y croire qu'ils n'avaient jamais aucune difficulté. Et là, ça y est, il y a eu leur première dispute, elle a eu un impact, je suis vraiment contente de comment elle s'est déroulée. Mais sinon, ils sont toujours aussi mignons. Et pour moi, le gros point noir de cette série, c'est le second couple. En fait, c'est tout le temps les mêmes scènes, encore et encore. Enfin, entre le tome 7, 8, 9, toutes les scènes, j'ai l'impression que c'est un repeat de ce qui s'est passé d'un angle différent. Et c'est nul. Enfin, genre, moi, là, ils sont en train de me faire détester le second couple, alors qu'avant, j'étais en mode, oh, il a l'air intéressant, nanana. Et bien maintenant, je suis en mode, mon Dieu, au secours. Et ils sont déjà, de 1, pas faits pour être ensemble, et de 2, pourquoi c'est aussi long de leur côté ? Je ne comprends pas. Enfin bref, voilà pour cette petite suite de série qui est mignonne, mais pas un indispensable, clairement. Ensuite, 3 tomes chez Nominomi avec Racaille de Bibliothèque, tome 4, Bloom, tome 4 et Bibliophile Princess, tome 9. Racaille de Bibliothèque, c'est toujours ces petites scénettes du quotidien où on suit notre petit rebelle, un peu un lycéen un peu rebelle qui s'intéresse de plus en plus à la lecture, aux différents types de lecteurs, à comment se tient une bibliothèque, etc. C'est très éducatif, c'est très mignon, très chill. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette série, mais je trouve que c'est vraiment un petit moment feel good, et je sais que la série est hyper longue et que je risque à un moment de me lasser, mais malgré tout, quand il y a un nouveau tome qui sort, j'ai envie d'aller me le procurer, j'ai envie d'aller le lire, et c'est ce qui s'est passé pour le tome 4, et pour l'instant je suis absolument pas déçue de continuer cette série. Peut-être qu'un jour je m'en lasserai, pour l'instant c'est pas le cas. Dans Bibliophile Princess, dans ce tome 9, notre couple princier qui est Eliana et
Christophe, si je me trompe pas, et bah ils sont tellement bien déjà. Eliana, elle était mise un peu en difficulté ces derniers tomes parce qu'il y a un sujet assez important qui a été abordé, celui des concubines, et notamment il y a des gens qui sont venus auprès de Christopher pour leur dire bah tenez, je vous conseille ma fille en tant que concubine, il serait temps que vous en preniez plusieurs, et puis voilà, donc il y a un peu son harem qui commence à être confectionné alors que Ellie reste sa femme principale, enfin sa fiancée principale, donc c'est un peu perturbant. Donc ça vient perturber également leur relation qui est très belle. Franchement, ils ont un amour extrêmement fort l'un vers l'autre. Alors c'est très utopique, très idéalisé, mais bon, c'est quand même assez plaisant à suivre, c'est quand même assez mignon. Dans ce tome 9, Eliana se met enfin un peu des coups de pied aux fesses, donc ça me fait extrêmement plaisir parce qu'elle évolue enfin. C'est quelque chose que je pouvais un peu critiquer sur les tomes précédents, c'était le fait qu'Eliana n'évoluait jamais. Là, sur ce tome 9, ça y est, on est enfin sur un tournant, sur la manière dont elle va réfléchir. Donc c'est plaisant. Et du coup, dans ce tome 9, eh ben, on a le dénouement de l'arc actuel. Ça m'a totalement plu, je suis extrêmement contente de tout ce qui se passe à l'intérieur pour l'instant. Donc je continue cette série malgré son côté un petit peu utopiste. Voilà, ça fait partie de mes petits plaisirs coupables où de base je trouverais ça assez gnangnan, etc. Mais ça me plaît quand même, donc je continue. Mais c'est vrai qu'un des gros points forts quand même, c'est tout ce qui est implication politique. C'est vrai que dès qu'on se passe dans des cours, que ce soit européenne, Chine impériale, etc., j'adore dès qu'il y a des complots, des machinations pour le pouvoir, etc., ça me plaît énormément. Et là, que ça arrive à Eliana qui ne voit jamais rien arriver, c'est assez drôle à chaque fois comment les situations se concluent finalement. Et ce qui est assez drôle aussi, du coup, c'est que le prince a un vrai rôle, vraiment, il est vraiment là pour soutenir Eliana et protéger ses arrières. Donc là, dans ce tome 9, on a enfin Eliana qui arrête un peu de se faire protéger ses arrières, justement, qui va un peu prendre le devant. Donc ça fait beaucoup de bien, et cette série avance quand même relativement bien. Je saurais pas trop quoi vous dire, ça fait pas partie de mes coups de cœur, mais c'est quand même très agréable et très satisfaisant à lire. Et ensuite, Bloom et son tome 4, qui est un de mes chouchous de l'année. Que dire sur ce tome 4, c'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi doux. Le dessin adore se concentrer sur les expressions du visage, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils arrivent du coup à nous transmettre beaucoup de sentiments via le dessin, et je trouve ça magnifique. En plus, on a de plus en plus l'amitié qui se développe entre nos 6 personnages, et j'adore. J'espère quand même que ça va un peu s'élargir sur d'autres personnages, ou qui vont peut-être un peu plus développer les personnages secondaires. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'en prendre la direction, donc je suis ravie. Et que dire, à part que cette série fait fondre mon cœur totalement. Je vous en ai déjà pas mal parlé, je crois, dans ma vidéo, une de mes vidéos récentes, donc je vous laisse aller voir mon bilan de l'année 2025 jusqu'à présent. Et Bloom, j'adore, je viens de lire le tome 5, j'aime toujours autant. Je suis en train de regarder l'animé, ça me fait hurler à chaque fois dans les épisodes. Mon copain à chaque fois me regarde en mode tu es totalement folle quand tu regardes cet animé. Et oui, parce que j'y peux rien, ça me fait battre mon cœur un petit peu plus vite à chaque fois que je regarde des scènes trop mignonnes de Bloom. On passe chez Meian avec Though I Am an Inept Villainess, le tome 4, et chez Anna avec la suite de Hidamari ga Kikuriru et Si tu insistes. Donc dans cette série, on est dans une Chine impériale avec 5 concubines principales, et la plus détestée et la préférée de l'empereur vont échanger de corps, et une nouvelle vie va démarrer pour elles deux. C'est assez plaisant, j'ai beaucoup aimé le côté un peu mystique, les dessins sont assez jolis. C'est un côté très satisfaisant dans le sens où c'est un peu utopiste, un peu facile, mais ça se lit bien. Dans ce tome 4, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se concentre beaucoup sur l'amitié entre nos personnages, et que la romance est vraiment un point secondaire, mais vraiment secondaire, c'est mis en arrière-plan. Et du coup, on a l'arc 1 qui se conclut dans ce tome, et je me demande vraiment comment on va évaluer la suite de l'histoire. Je sais pas trop où ça va aller, mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Puis tout simplement, je suis contente d'avoir retrouvé la série qui n'était pas sortie depuis un moment. Donc la suite est censée arriver, l'animé est censé arriver aussi, donc que des bonnes nouvelles sur cette série, que j'espère continuer prochainement. Bon, je galère à sortir le tome de ce petit coffret, donc je vais juste vous montrer le coffret en lui-même, qui est du coup le coffret collector que j'avais acheté. Ce tome 9, je crois, au total ça correspond au tome 8 ou 9, je crois, si on prend toutes les suites des séries, des parties.
m'a un petit poil déçu. Alors il est très intéressant dans le sens où on va suivre beaucoup l'adaptation au monde du travail de Kohei. D'ailleurs c'est un tome qui est extrêmement centré sur lui, donc c'est celui qui est blond comme ça et qui est du coup atteint de surdité, mais partielle seulement, il n'est pas totalement sourd non plus. Et c'était intéressant, c'était aussi dur, il y avait vraiment des passages où on sent que son handicap est un problème et ça se voit que ça le révolte, mais il n'arrive pas à exprimer ce côté révolté à l'intérieur de lui. Du coup on le sent un peu bouillonner tout le long du tome et en fait ça sort jamais et du coup je trouve ça assez dommage que ça s'arrête là en termes d'expression de ses sentiments. Et en plus de ça je trouve que parfois il a des moments assez mauvais, on va dire, avec son amoureux qui s'appelle Taishi. Donc j'étais un poil déçue sur ce tome 9, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à avancer dans la même direction, je trouve ça assez dommage. Et clairement c'est un tome qui manquait de relations amoureuses, même si, comme je l'ai dit, le côté monde du travail était très intéressant, ce qui fait que je suis un poil mitigée sur ce tome. Et ça me fait un peu de la peine parce que c'est un boys love que j'adore de base, donc je suis triste de dire qu'il n'était pas si fou que ça, ce tome-là. Mais par contre, pour Si tu insistes, le tome 3, je suis toujours aussi fan. Franchement, l'histoire est vraiment cool. On a une très très belle alchimie sur notre couple. On a un peu une sorte de triangle amoureux, même si c'est pas vraiment un triangle amoureux qui se met en place. En tout cas, on a clairement un personnage secondaire qui vient mettre des bâtons dans les roues de ce personnage-là. Parce que c'est vrai qu'il a un peu du mal à s'exprimer sur ses sentiments. Donc il va un peu venir semer le doute chez son partenaire, Osuke, je crois si je me trompe pas. Non, c'est Hikaru, le personnage du coup qui commence un peu à douter de Shinobu. Donc c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi sexy. L'alchimie entre nos deux protagonistes est incroyable. Donc un boys love ma foi très très bien réussi. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Ou en tout cas que l'autrice saura s'arrêter à temps avant de faire des trucs un peu nuls. Mais pour l'instant, c'est toujours un très très grand oui pour ce boys love. Chez Kana, un peu plus de tomes, parce que cette fois, on a le tome 3 de Kagurabachi, le tome 4 de Scarecrow, le tome 5 de Silence, le tome 22 de Togenanki, le tome 22 de Undead Unluck. Ça me fait rire à chaque fois qu'ils se suivent dans les numéros. Pareil pour Toilet Bon Hanako-kun. Vraiment, à chaque fois, c'est 3 séries où au niveau des chiffres, on est toujours raccord, donc ça me fait toujours beaucoup rire. Pour Kagurabachi, bah écoutez, l'histoire continue, les combats sont toujours aussi stylé. J'ai toujours autant de mal avec le dessin quand c'est un peu du tranche de vie ou quand en tout cas c'est plus tranquille. Quand c'est dessiné pour la baston, c'est magnifique, mais quand c'est dessiné pour des scènes plus tranquilles, je trouve vraiment que le dessin pêche et ça me fait même penser un peu au dessin de One. Alors c'est assez exagéré, j'exagère le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, cet arc est plutôt intéressant, même si je trouve toujours que par rapport à l'attente qui a été créée sur le titre, j'attends toujours que de voir ce que la série a sous le pied. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore eu l'explosion, le truc qui fait que la série bascule vraiment dans l'exceptionnel. Donc j'attends de voir. Ça a l'air quand même de prendre en puissance de tome en tome. Donc je pense que l'histoire pourrait totalement me plaire. Faut juste qu'il passe un peu la seconde, quoi. Pour le tome 4 de Scarecrow, on est du coup sur un titre allemand, si je me trompe pas, de Ginzarbo. Je suis en tout cas toujours autant conquise par l'univers qui a été créé avec l'espèce humaine qui est un peu en danger face à des énormes monstres qui ressemblent à des corbeaux. Et dans ce tome 4, eh bien, on comprend que les fameux corbeaux, les fameux crows, auraient tout simplement un maître, le Crow Master, qui est justement juste ici. Les interactions qu'il va avoir avec Dion, notre personnage principal, va être vraiment intéressant parce qu'on va en apprendre plus, on va comprendre qu'il se connaîtrait également. C'est assez mystérieux, on a vraiment envie d'en savoir plus. Le personnage de la princesse Engel aussi me plaît toujours énormément. On a un troisième personnage qui sert plus de recours humoristique mais qui fonctionne très très bien. Et ça fait que pour l'instant cette série, je l'adore, j'ai vraiment hâte de voir où l'univers veut aller, où l'autrice veut aller, mais je suis conquise, je continue à lire avec toujours beaucoup de plaisir et j'espère que l'autrice pourra aller aussi loin qu'elle veut. On reste sur du manga européen avec le tome 5 de Silence, qui d'ailleurs j'ai eu sa super couverture métallisée, et j'ai également la version dessinée par Geronimo Sejudo, mais je ne l'ai pas mise dessus parce que j'aime tellement la couleur violette du tome que j'ose pas mettre l'autre. Même si l'autre est très très belle aussi. Surtout quand on lit le tome 5, on comprend du coup un peu quelle scène a été dessinée et du coup t'es en mode « Ah mon dieu, j'aime tellement !»
Enfin bref, le tome 5 de Silence, eh bien je suis conquise, toujours autant par l'univers, j'adore ce qui est proposé, j'adore les monstres sont tellement originaux, sont tellement stylés. Là on était sur un énorme combat pendant tout le tome 5, avec beaucoup d'enjeux pour les personnages, que ce soit principaux comme secondaires. On a aussi des prises de décision avec de la trahison, avec du soutien, enfin vraiment plein d'émotions. J'ai tout aimé. L'antagoniste est vraiment magnifique, dans le sens où c'est un antagoniste qu'on adore détester. Voilà, c'est super bien construit, je me demande où ça va aller, encore une fois, mais j'adore ce que l'auteur propose, Johan Vornier. Franchement, bravo sur cette série, je trouve que l'histoire est quand même assez originale. Alors oui, je sais qu'il y a des films, etc., qui ressemblent en termes de plot de base, mais vraiment là, l'histoire, comment elle avance, ça me plaît énormément. Le tome 4 et 5 sont en plus très féministes, parce que bah voilà, il y a pas mal de choses qui sont interdites aux femmes de base, et là on a un peu un vent de révolte qui commence à souffler, et je suis trop fan. Bref, je suis en amour sur cette série, je suis tellement contente de l'avoir dans ma mangatech. En plus, il a un très bon rythme de parution, parce qu'on a un tome tous les 6 mois, et pour un auteur français, bah, c'est bon de le souligner, parce que c'est assez rare quand même, mine de rien. Et je suis pas sûre qu'il ait un assistant en plus, donc vraiment bravo à lui de nous sortir des tomes d'aussi bonne qualité avec de belles planches. Le style graphique est un poil particulier, mais j'adore. Je trouve que ça va vraiment bien avec l'univers, donc conquise par ce titre. Pour le tome 22 de Togenanki, on a une jaquette réversible limitée parce que pour fêter la fin de... Enfin la fin, n'importe quoi, pour fêter justement le début de l'animé, mais sinon la jaquette ressemble à ça. On comprend très bien pourquoi c'est ce personnage qui est sur la jaquette quand on connaît l'histoire. Togenanki, c'est toujours un de mes gros coups de cœur. Je sais que c'est une série qui a tendance à soit passer, soit casser. Voilà, c'est soit les gens adorent, soit les gens détestent. Moi, je fais partie des gens qui l'adorent, déjà parce que j'en prends plein les yeux au moment du dessin. Mine de rien, l'histoire est très sombre, hein. C'est pas pour rien que c'est dans le Darkana, c'est un peu, alors violent gratuitement, on pourrait le dire, mais ça va bien avec le style graphique, je trouve. Les combats sont dynamiques, sont magnifiques, c'est super bien chorégraphié, et on a également de très belles relations. Les liens qui unissent tous nos personnages, que ce soit principaux comme secondaires, sont magnifiques. Les moments bromance, à chaque fois, ça me fait trop fondre, alors que c'est pas forcément ce que je penserais de base, mais là, ça fonctionne tellement bien dans Togenanki. Donc voilà, donc je continue cette série avec tellement de plaisir. Je suis tellement contente aussi de la découvrir en version animée, même si ils n'ont pas utilisé la meilleure 3D parfois pour certaines attaques où je suis en mode « Ah, c'est tellement plus beau dans le manga !» Mais en même temps, vu le niveau des planches, je comprends que l'animé, il galère à être au niveau. Hein. C'est compliqué. Et concernant le tome 22 de Undead Unluck, eh bien, on continue cet arc final qui monte en puissance. Franchement, les combats sont hyper énervés là sur ces derniers tomes. C'est comme je dis, ça monte en puissance, vraiment, ils sont de plus en plus stylés, de plus en plus... énorme, on va dire. C'est fou en fait ce que l'auteur est capable de créer. On pense qu'il atteint parfois ses limites et après il nous montre que non, il peut aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et en plus dans ce tome 22, eh bien, on a le retour d'un personnage qui était quand même fort apprécié et qui était très important dans la première boucle. Donc que dire à part que le dénouement qui s'annonce a l'air absolument incroyable. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette œuvre. Je suis tellement contente d'avoir persévéré un petit peu parce que, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, le tome 1 et le tome 2 font un peu peur. Mais l'histoire vaut tellement le coup. Et en plus, c'est une de mes romances favorites. Voilà. C'est pas un titre romantique, hein, c'est un titre purement baston. Mais nos deux protagonistes ont une romance absolument incroyable qui est développée tout au long de la série, qui est du coup terminée en 27 ou 28 tomes, il me semble. Et pour finir, du coup, cette deuxième partie de bilan lecture de l'été, je vais vous présenter mes titres lus chez Crunchyroll avec Magical Revolution, le tome 6, Call Game, le tome 9, Mariage Toxine, le tome 10, Dan Dan Dan, le tome 18 et le tome 16 de Yakuza Réincarnation. Donc justement, commençons par Yakuza Réincarnation, qui m'a beaucoup surprise au début parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, on suit un personnage mais on sait pas trop qui c'est, et en fait on comprend qu'on vit le flashback de la vie précédente
de la deuxième transmigratrice qui a du coup été introduite. Donc les transmigrateurs, c'est un peu les gens isekai en gros, c'est les gens qui viennent de notre monde et qui maintenant sont dans un monde fantastique. Donc nous de base on suit un vieux yakuza réincarné dans la princesse du royaume, et là on va suivre une sorcière qui vient également du coup du monde des humains, et bah, elle a une relation assez particulière avec les yakuza au vu de sa précédente vie. Du coup elle a tendance à détester d'office la princesse, mais finalement suite à des combats ensemble, suite au développement de l'histoire, on va comprendre qu'un terrain d'entente est possible. Et sinon, c'était un peu un tome de transition, c'était quand même assez calme, mais c'était agréable parce que c'est vrai qu'on avait vécu beaucoup de bastons dans les tomes précédents. Et je pense qu'il va bientôt rentrer dans son arc final, hein. J'ai l'impression quand même que la menace du roi démon est de plus en plus présente et que du coup la princesse Ryu va devoir bientôt se retrouver confrontée à ce danger. En tout cas, son frère qui est au palais où est enfermé le roi démon a l'air de se préparer à la bataille finale. Donc, je pense que ça va bientôt arriver. Donc voilà, donc on est clairement en train d'installer le dernier arc. Mais sinon, les points de vue différents des deux transmigratrices étaient assez intéressants. Les combats sont toujours aussi stylés, même si je trouve que les dessins sont un poil brouillons parfois sur le dessin. Mais ça en animé, ce serait vraiment cool. Même si c'est un petit côté dégueu parfois, hein. Franchement, les monstres, ils sont vraiment dégueulasses dans cette série. Mais bref, à voir où ça va aller. Ensuite, le tome 10 de Mariage Toxine qui nous offre une petite illustration comme ça, couleur, qui est reliée au manga, qui est franchement assez stylé. J'aime toujours autant l'univers coloré, etc. Là, franchement, je serais tellement heureuse qu'il y ait des goodies au Japon sur Mariage Toxine, parce que j'aime beaucoup le style graphique, et regardez-moi ces couvertures, à chaque fois elles sont colorées, elles sont peps, ça donne trop envie. Donc dans ce tome 10, on a eu un mini arc qui a permis d'approfondir la relation entre nos deux protagonistes, qui était assez sympa. Les combats sont toujours stylés et décalés. Franchement, faut dire ce qui est. C'est un titre très feel good, genre il n'y a jamais de mauvais sentiments. Et à chaque fois qu'on pense qu'une situation est un peu désespérée, ça se termine toujours bien. Hein, honnêtement, c'est pas un manga où tu vas stresser pour les protagonistes, ça n'arrive pas vraiment. Mais on va avoir aussi le retour d'une des prétendantes, parce que pour rappel, Gero, qui est l'héritier d'une des 5 plus grandes familles d'assassins du Japon, se cherche une épouse, sauf qu'il veut absolument se marier par amour, sauf qu'il ne s'y connaît absolument pas. Donc il a trouvé quelqu'un qui est une arnaqueuse professionnelle qui est censée l'aider à trouver la femme de sa vie. Et donc là, on a une ancienne prétendante qui revient, et je sens qu'on va un peu développer un peu plus son histoire, son background, et ça me plaît pour l'instant, ce qui est fait, parce que c'est vrai que je commençais à me dire que il commençait à avoir pas mal de prétendantes, je crois qu'elles sont 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, s'il continue à chaque fois, à chaque nouveau tome, à en rajouter de nouvelles, au bout d'un moment, on va se retrouver avec un harem absolument énorme et on va plus savoir qui est qui et s'attacher au personnage. Et en fait, non, j'ai l'impression que du coup, je pense qu'on va revenir un peu sur toutes celles qu'on a déjà vues pour potentiellement les développer. Donc pour l'instant, ça me plaît. Les combats sont toujours aussi magnifiques. C'est un titre parfait pour déconnecter et débrancher le cerveau. C'est un peu le même feeling avec Magical Revolution, le tome 6, vu que c'est une histoire assez classique, assez banale, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui me fait y revenir. Dans ce tome 6, on va vraiment être sur un combat fratricide entre Anis, qui est du coup la princesse héritière du royaume et qui a renoncé au trône, et du coup son petit frère est devenu le prince héritier, sauf que depuis ils s'entendent très très mal, et là ils vont avoir un gros combat fratricide ponctué de flashbacks de leur enfance. Ça va être très touchant du coup le développement des deux personnages. Ça m'a fait fondre, c'était vraiment très stylé. Le combat m'a fait un peu de peine honnêtement. Donc voilà, donc c'est toujours ce petit manga feel good qui me fait toujours autant de bien. C'est simple, efficace, c'est mon petit plaisir coupable cette série. Et mine de rien, la conclusion de ce tome 6 laisse entrevoir un avenir tout à fait différent que ce qu'elle imaginait pour la princesse Anis. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller, et puis peut-être qu'elle va terminer là où elle ne le pensait pas et qu'elle va surprendre tout le monde, et ça m'irait totalement. Donc courage à elle, puis j'ai hâte de suivre ses petites aventures. Simple, efficace, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je sais pas pourquoi, dès qu'il y a un tome qui sort, vraiment je suis en mode il me le faut, je veux trop savoir ce qui va se passer ensuite, alors que c'est simpliste, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, hein, voilà, ça résume très très bien mon amour pour cette série. Avant-dernier tome de cette vidéo avec Call Game, le tome 9, qui
qui est incroyable, mais c'est fou cette série. Le récit prend tellement en intensité, c'est tellement intense tout du long, on est sous tension pendant toute la lecture du tome à se demander ce qui va se passer. L'amour que ressent le prince et la princesse qui est sous couverture est tellement passionné et tellement beau, c'est pur, c'est magnifique. On espère tellement qu'ils vont terminer ensemble, mais je sais pas pourquoi, je le sens tellement mal. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura pas de happy end pour eux. Je vois pas comment c'est possible, vu comment le récit est actuellement écrit, en tout cas. Mais on a en tout cas des scènes de flashback, encore une fois, dans ce tome. Où cette fois, on va voir le prince qui s'était lié d'amitié avec un sauvage, avec un barbare qui était capturé. On va voir ce qu'il ressent envers eux, ce qu'il ressent envers la guerre que mène son pays contre ces fameuses contrées depuis des années. Et on va voir une énorme scène de baston. Il va y avoir aussi pas mal de stratégies militaires qui vont être adaptées. Et surtout, eh bien, Violette, notre personnage, va devenir une Valkyrie. On va lui mettre le rôle de Valkyrie sur le champ de bataille. Et ça lui va tellement bien et c'est tellement plaisant de suivre ses réflexions pendant la bataille, comment elle voit son nouveau rôle, etc. Et comment elle est prête à donner sa vie maintenant qu'elle a prêté serment au prince. C'est magnifique. Voilà. Une princesse sous couverture qui devient chevalier, qui devient chevaleresse, qui devient Valkyrie pour un roi qu'elle était censée détester de base. Alors c'est pas vraiment un enemies to lover, mais de base ils étaient un peu comme chien et chat, ils avaient du mal à s'entendre. Mais malgré tout, ça rend tellement bien, c'est un récit absolument parfait. Enfin, je pense que quand on aime les univers un peu médiévaux, quand on aime les complots politiques, quand on aime tout ça, et une romance vraiment mature, bien écrite, un amour passionné, et bah Call Games c'est tellement bien fait. Ça prend aux tripes et c'est parfait. Et puis qui dit parfait me permet d'introduire du coup le dernier tome de cette vidéo, qui est la perfection du tome 18 de Dan Dan, qui était magistral, je l'ai tellement aimé. Du grand Dan Dan. Voilà, c'était un tome, comme je le dirais, du grand Dan Dan, parce que c'est de l'action à couper le souffle, c'est des dessins sublimes, c'est des flashbacks émouvants qui te prend aux tripes sans avoir besoin même de parler. Et ça, je trouve ça absolument dingue. Genre les dessins parlent d'eux-mêmes, les dessins arrivent à te faire verser une larme sans rien avoir besoin d'écrire. Et puis je suis toujours aussi impressionnée par le mélange, en fait. Ça fonctionne si bien, ces scènes d'action mélangées à ces scènes d'émotion. Et en plus, les personnages sont tellement attachants, genre sur ce tome 18, Okarun, il est tellement touchant parce que il donne vraiment le meilleur de lui-même pour Momo, et c'est trop beau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dan Dan, c'est tellement bien, je suis tellement contente que grâce à l'animé, la série est encore plus populaire qu'avant, parce que ça va être incroyable en fait quand ça va être adapté en animé, cette partie-là, mais ça va donner des frissons à tout le monde, quoi. Je vois pas comment c'est possible autrement. Donc Dan Dan mérite très clairement sa hype, c'est totalement mérité, c'est même encore plus. Voilà, je suis totalement fan. Voilà qui conclut cette encore une fois très longue vidéo qui était du coup la deuxième partie de mon bilan lecture. Il y en aura donc une troisième et dernière parce que malgré que j'ai essayé d'être concise sur les titres, eh bien ça prend quand même du temps de tout vous présenter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez envie de découvrir de nouveaux titres grâce à moi. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires sur mon avis lecture ou les lectures qui vous passionnent également. Je vous lirai avec plaisir. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!